Donc, merci de m'avoir invité à vous présenter le plan d'action de sécurité des cathédrales qui a été mis en place par le ministère de la Culture en 2020. Euh, je suis donc pompier de Paris, détaché auprès du ministère pour m'occuper plus particulièrement des musées. Et j'ai des collègues qui s'occupent, eux, des cathédrales. En fait, nous faisons partie de la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation, comme Pascal Liévaux, qui est intervenu hier et plus tôt dans la journée. Et c'est un service qui dispose notamment de 3 policiers et de 3 sapeurs-pompiers qui sont là pour conseiller le ministère sur tous les projets des bâtiments à valeur patrimoniale et des bâtiments qui appartiennent notamment au ministère de la Culture, à l'État. L'incendie est un sujet qui a toujours été prégnant dans les bâtiments français. Là, un grand incendie qui s'est tenu en 1871, qui avait amené à la destruction d'une partie de ce qui est aujourd'hui le musée du Louvre, avec l'incendie de l'aile des Tuileries. Plus récemment, le Parlement de Bretagne, en 1994, qui, lors de manifestations, a vu sa toiture être totalement détruite, une grande partie du bâtiment être affectée, ainsi que ce qu'il contenait. Et plus récemment, des églises, comme ici en septembre 2024, une église dans le nord de la France, à Saint-Omer, qui a fait l'objet d'un incendie volontaire et dont on voit le résultat sur la photo de droite, avec une destruction complète de la toiture et de tous les éléments hauts, et donc d'une grande partie du bâtiment. Donc le risque d'incendie est bien une préoccupation importante dans la gestion du patrimoine français, et en particulier pour la protection des cathédrales. Je vais vous proposer une présentation en 3 parties. Je vais d'abord revenir sur les particularités françaises dans le cadre normatif et réglementaire, et puis le rôle des sapeurs-pompiers dans la sécurité incendie des bâtiments en France. Ensuite, je viendrai à proprement parler sur le plan de sécurité des cathédrales, pourquoi il a été mis en place et ce qu'il contient. Et je ferai un rapide bilan de ce plan de sécurité 5 ans après sa mise en œuvre. Le code français est très dense, très complet, et la sécurité incendie se retrouve dans énormément de documents. Et en particulier dans un de nos codes, qui est le code de la construction et de l'habitation, qui définit notamment l'article que je vous ai mis en diapositive, qui dit que les édifices doivent être implantés, construits et exploités afin d'assurer la sécurité des gens, en évitant un départ de feu, et s'il y a un départ de feu, en limitant ses effets. Ces codes donnent lieu à des règlements concernant les bâtiments d'habitation, des règlements concernant les établissements qui reçoivent du public, des règlements pour les immeubles de moyenne hauteur et de grande hauteur, mais aussi pour les bâtiments à usage professionnel, les installations classées, et également lorsqu'il y a des manifestations ou des grands rassemblements. Donc, un arsenal réglementaire assez complet, dense, et qui fait l'objet d'études particulières. Et notamment pour les cathédrales, il y a le règlement de sécurité pour les établissements qui reçoivent du public, qui vient fixer tout un tas de dispositions constructives afin de garantir la sécurité des occupants. La grande particularité française, c'est une organisation bicéphale du public, avec la force publique et des organismes qui sont reconnus compétents et qui vont effectuer des contrôles dans le bâtiment lors de la construction et après dans sa vie. Ce contrôle, il se fait a priori et a posteriori. A priori, c'est au moment des autorisations de construire. Les autorisations sont soumises à l'autorité de police et le respect des règlements de sécurité contre l'incendie sont vérifiés par les pompiers. Chez les pompiers en France, il y a des préventionnistes dont le travail est d'étudier tous les dossiers de permis de construire et de vérifier que les projets répondent aux exigences réglementaires et normatives françaises. Ensuite, il y a aussi un contrôle a posteriori, puisque notamment dans les établissements recevant du public, il existe une commission de sécurité qui va effectuer des contrôles périodiques des bâtiments. Pour les établissements de culte, comme les cathédrales, ce contrôle se fait tous les 5 ans. Et les pompiers participent à ces visites périodiques et sont amenés à émettre des avis favorables ou défavorables à la poursuite de l'exploitation des bâtiments. Et cela peut aller jusqu'à un arrêté de fermeture, c'est-à-dire de demander au propriétaire de fermer l'établissement et de ne plus l'ouvrir au public jusqu'à ce que des travaux d'amélioration de la sécurité aient été réalisés.
Donc ces particularités font que les pompiers ont un rôle important dans la vérification constructive en France. Et c'est pour ça que le ministère de la Culture dispose de 3 sapeurs-pompiers en permanence qui sont là pour apporter des conseils en prévention et s'assurer que les bâtiments sont construits afin de garantir non seulement la sécurité des personnes, mais aussi la sécurité euh, du patrimoine. Parce que les textes français ne portent en fait que sur la sécurité des personnes. L'objectif de tous ces règlements, c'est bel et bien de s'assurer que les gens sont accueillis dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Et la protection du bâtiment ou des biens qui sont à l'intérieur, ce ne sont que une déduction des mesures qui sont appliquées pour la sécurité des gens. Donc il n'y a rien de spécifique pour la protection du patrimoine ou pour la protection du bâtiment. Et donc, en 2019, mais vous en avez déjà beaucoup parlé hier et aujourd'hui, il y a eu l'incendie de Notre-Dame, qui a amené à beaucoup d'interrogations pour les pompiers, et notamment pour moi qui servais au bureau prévention de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. J'étais le chef de Paris lorsque l'incendie s'est tenu, et j'étais l'un des derniers pompiers à avoir visité Notre-Dame avant l'incendie. Et Notre-Dame de Paris était le fleuron français en matière de sécurité incendie avant l'incendie. C'est-à-dire que c'était le bâtiment le mieux protégé. Mieux protégé, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà eu un schéma d'amélioration de la sécurité du bâtiment, avec une rénovation complète des installations électriques, la mise en place d'un système de détection automatique de l'incendie, notamment au niveau de la forêt, donc de la charpente, et la présence d'agents de sécurité incendie 24 heures sur 24 sur site. Cela n'existait nulle part ailleurs, dans aucune des autres cathédrales en France et dans aucune des cathédrales de l'État. L'État, en France, est propriétaire de 87 cathédrales et de 2 basiliques, donc 89 établissements qui sont suivis par mes collègues. Donc après l'incendie de Notre-Dame, on nous a demandé de réfléchir à comment améliorer le niveau de sécurité des autres cathédrales, non pas sous le prisme de la sécurité du public, puisqu'il y a la commission de sécurité qui existe pour ça, mais sous le prisme de la protection du patrimoine, donc la protection de la cathédrale et de ce qu'elle abrite. Pendant 18 mois, il y a eu des investigations menées. On a essayé d'identifier des points récurrents, des problématiques qui pouvaient se retrouver un peu partout en France. Et un premier plan de sécurité des cathédrales a été établi en octobre 2020. Il comprenait 8 items avec 47 actions permettant de se poser des questions pour savoir si l'établissement était correctement protégé ou s'il y avait des choses à entreprendre. Un premier bilan a été fait en mars 2023, une évaluation des 3 premières années de suivi du plan de sécurité des cathédrales, et une deuxième mouture a été créée avec cette fois-ci 58 actions. Et je vous présenterai enfin le bilan en 2025 de ce plan de sécurité et de son application. Les 8 thématiques, ça n'était pas quelque chose de complexe. Le plan de sécurité cathédrale avait pour objectif de servir de base de réflexion pour mener une analyse de risque et savoir si le bâtiment avait un niveau de sécurité acceptable pour la protection du patrimoine. Donc les 8 thématiques, la première, c'était limiter les risques de déclenchement d'un incendie, notamment par porter une attention particulière aux installations électriques, mais aussi aux chantiers, puisque ce sont les 2 causes principales d'incendie dans les monuments historiques en France, la qualité des installations électriques et le suivi des travaux, notamment des travaux par point chaud. La deuxième thématique, c'était réduire les risques de développement et de propagation de l'incendie, avec des systèmes de détection, avec des recoupements lorsque c'était possible. Faciliter l'action des services d'incendie et de secours, en mettant en place des dispositifs qui leur permettent d'intervenir plus rapidement. Souvent, les cathédrales, comme beaucoup d'édifices anciens emblématiques, ont des hauteurs importantes, avec la partie la plus dangereuse qui se trouve au niveau de la toiture, donc avec des difficultés d'intervention, et en plus dans un environnement urbain souvent dense. Lorsqu'il y a eu l'intervention pour Notre-Dame, par exemple, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne disposait pas de bras élévateurs suffisamment hauts pour pouvoir attaquer la toiture de manière la plus efficace possible. Mais ça répond aussi à d'autres problématiques. Ces bras élévateurs, ils ont un poids, ils ont des capacités. Les bras élévateurs de la BSPP étaient adaptés au tissu urbain parisien.
on a fait venir des bras élévateurs qui venaient d'un peu partout en France. Il faut savoir que en France, le règlement de sécurité nous dit qu'une voie pour les pompiers, elle doit résister à 16 tonnes et avoir une résistance au poinçonnement pour l'endroit où on va venir positionner les stabilisateurs des échelles. Certains bras élévateurs qui sont venus pour l'incendie de Notre-Dame pesaient 27 tonnes. Donc au moment de leur mise en œuvre, on a eu beaucoup d'inquiétudes en se disant, mais est-ce que la voirie, est-ce que les terrains qui se trouvent autour de Notre-Dame vont résister à des bras élévateurs de 27 tonnes qui vont venir se poser sur des stabilisateurs? En plus, à l'époque, la ville de Paris ne s'engageait pas sur la force portante des espaces qui entouraient Notre-Dame. On a vu que ça résistait, heureusement. Le quatrième point, c'est maintenir des relations privilégiées avec les services d'incendie et de secours pour être sûr qu'ils identifient parfaitement les modalités d'intervention dans le bâtiment, qu'ils ont connaissance des moyens qui sont mis à leur disposition. Et puis on le verra avec le développement de ce qui s'appelle aujourd'hui en France les plans de sauvegarde des biens culturels. Donc des plans, des analyses de risque globales d'un établissement qui vont jusqu'à l'intervention des secours. Ensuite, bien encadrer les conditions d'exploitation des différentes activités au sein des cathédrales, parce que s'il y a l'activité de culte, elle n'est pas la seule. Il y a aussi des activités culturelles qui méritaient d'être bien encadrées, et surtout, il était nécessaire de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Ensuite, de réduire, le sixième point, les conséquences d'un sinistre, avec les plans de sauvegarde des biens culturels, de renforcer la formation de tous les acteurs qui travaillent dans des sites de cathédrales sur la sécurité incendie, et enfin, de mettre en pratique une organisation la meilleure possible de toutes les synergies en matière de sécurité incendie. Et pour chacun de ces 8 plans, de ces 8 thèmes, il y a des actions qui étaient mises en place. Là, par exemple, pour le thème numéro 1, limiter les risques d'incendie, il y a là 14 items. Les 9 premiers qui sont en blanc, ce sont ceux du plan de sécurité cathédrale initial. Et il y en a qui ont été rajoutés lors de la mise à jour du plan en 2023. Là, par exemple, parmi ceux qui ont été rajoutés, on peut voir l'interdiction de maintenir des bougies ou des cierges allumés en dehors de la présence du public ou de personnes au sein du bâtiment. Parce qu'il y a beaucoup d'églises ou de cathédrales où même lorsque l'édifice était fermé, les bougies et les cierges continuaient de brûler. Et ça a amené à des départs de feu. Également, la suppression des installations électriques, notamment d'éclairage, qui étaient indépendantes de l'édifice. Je m'explique. On avait constaté que sur certaines cathédrales, des mairies ou des villes avaient proposé de réaliser ces éclairages extérieurs, mais qui allaient jusque sur les façades des bâtiments, et que finalement, ces installations électriques étaient indépendantes des installations du bâti. C'est-à-dire que si on allait à l'armoire générale et qu'on coupait le courant dans la cathédrale, les éclairages extérieurs et les éclairages sur les façades, eux, restaient allumés. Et souvent, ils étaient dépendants du service électrique de la ville, et donc ils ne pouvaient pas être coupés. On a demandé également le retrait de tout ce qui était antenne qui n'appartenaient pas à l'État et qui ne servaient pas à l'usage du bâtiment, notamment des antennes de téléphonie, des antennes pour la police ou pour d'autres services. On a demandé à ce qu'on évite de les mettre en place dans les cathédrales et qu'on trouve des endroits plus adaptés. Et le dernier point, l'interdiction de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les cathédrales françaises. Même si ça n'était pas véritablement quelque chose que l'on voyait, comme beaucoup de projets sur des bâtiments historiques nous proposaient la mise en place de panneaux photovoltaïques, il est clairement écrit dans le plan de sécurité cathédrale qu'ils sont interdits. On les a interdits. Pourquoi? Parce que bien que la recherche d'une autonomie énergétique soit quelque chose de très positif, on estime que c'est un risque non nécessaire sur des bâtis à valeur patrimoniale forte, et qu'en plus, au niveau des toitures, ce sont des zones très difficiles d'accès pour les pompiers. Donc, un risque non nécessaire qui amènerait à des difficultés opérationnelles, on a préféré l'interdire. Et pour chacune de ces actions, il y a une petite fiche où on dit qui est le pilote au sein de l'administration de cette action, quels sont les acteurs qui peuvent lui être associés, les architectes en chef des monuments historiques, les responsables uniques de sécurité, et la périodicité de visite avec ensuite quelques petits commentaires. Au bout de 5 ans,
Donc le plan de sécurité cathédrale, maintenant, ça fait 5 ans qu'il est mis en place sur toute la France. La situation, elle est la suivante. En 2020, 17 cathédrales avaient un niveau de sécurité insuffisant, même par rapport aux exigences réglementaires actuelles. 58 édifices répondaient aux exigences du texte. 14 avaient le niveau souhaité par l'État et aucune n'avait un niveau véritablement très supérieur. Et seulement 13 plans de sauvegarde des biens culturels avaient été réalisés. En février 2025, aujourd'hui, il n'y a plus que 4 cathédrales qui ont un niveau de sécurité insuffisant. Ces 4 cathédrales font l'objet d'un suivi très particulier par le ministère, mais également par les services d'incendie et de secours locaux des zones concernées, de manière à améliorer ce niveau de sécurité et à atteindre à minima le niveau réglementaire. 20 maintenant cathédrales ont le niveau de référence, ce qui est très bien, surtout en l'espace de simplement 5 ans, puisque la question a été à plusieurs fois posée tout à l'heure, notamment pour Notre-Dame, sur les coûts de ce genre de mise en sécurité ou d'amélioration du niveau de sécurité des bâtiments. Ce sont des coûts qui sont très importants, plusieurs millions, et qui donc nécessitent un peu de temps pour pouvoir être mis en œuvre. Et aujourd'hui, surtout, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'il y a 80 plans de sauvegarde des biens culturels qui ont été réalisés. Donc, en l'espace de 5 ans, on a réussi à créer 67 plans de sauvegarde des biens culturels supplémentaires. Et puis, il y a d'autres choses qui ont été rajoutées, des audits de sécurité qui sont faits par des entreprises spécialisées. 57 cathédrales ont fait l'objet d'un audit complet en matière de sécurité incendie. Et le ministère incite également à la mise en place d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ce sont donc des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement des travaux et dans l'accompagnement des schémas directeurs. Et aujourd'hui, 29 cathédrales sont accompagnées par des assistances à maîtrise d'ouvrage. Donc on voit qu'il y a quand même eu véritablement une prise en compte de la problématique de la protection du patrimoine, de cette spécificité-là. Et il y a beaucoup de moyens qui sont engagés au niveau local et beaucoup de travaux qui ont déjà débuté afin que les cathédrales qui relèvent de l'État soient dans un délai très court à un niveau de sécurité jugé de référence. Quelles vont être les prochaines étapes ou les grands sujets de discussion pour l'année en cours? Le premier de ces sujets, c'est les modalités d'application du plan de sécurité des cathédrales au niveau national en France. Pourquoi? Ce document se voulait un aide à la réflexion, un guide à l'analyse de risque. Et il s'avère que dans certaines parties de la France, il a été pris pour un texte réglementaire, ou alors aujourd'hui, il est considéré par certaines instances locales comme un texte réglementaire qu'il convient d'appliquer à la lettre. Ça n'était pas l'esprit du texte, et surtout, vouloir tout appliquer à la lettre, c'est extrêmement contraignant et ça va amener des coûts de travaux très importants. Donc, le ministère travaille de manière très intense sur ce sujet d'application du texte. Il y a ce sujet de l'harmonisation au niveau du territoire, puis un autre sujet, c'est qu'il y a beaucoup d'autres instances nationales, des mairies, des territoires qui se sont dit, mais ce plan, il existe pour les cathédrales d'État. Ben, nous, on va l'appliquer à tous les édifices religieux qui relèvent d'une ville, qui relèvent d'un département. Et donc, ce plan se décline aujourd'hui à d'autres niveaux que simplement les cathédrales qui relèvent de l'État. Le deuxième gros sujet, c'est la maintenance et l'exploitation des installations techniques. Parmi les installations techniques qui ont été mises en place pour Notre-Dame, ça vous a notamment été dit, on a mis en place des systèmes de brouillard d'eau au niveau de la charpente, de manière à pouvoir avoir une action la plus précoce possible sur un départ de feu. Maintenant, il faut entretenir ces installations, puis il faut les exploiter de manière satisfaisante. Il faut savoir qu'il y a eu un déclenchement intempestif du brouillard d'eau pour des problèmes électriques, 5 jours après la réouverture au public de Notre-Dame. Donc ça ne s'est pas vu, ça s'est peu su, mais derrière, il y a des incidences. Heureusement, comme il y a du monde sur place H24, il a été possible de limiter la quantité d'eau qui s'est répandue, donc de limiter les effets indésirables du déclenchement intempestif du système d'extinction automatique. On essaye d'expliquer que la mise en place d'un tel système n'est pas forcément adapté à toutes les cathédrales et qu'un site qui ne disposerait pas d'une surveillance H24, si le système se mettait en œuvre et restait fonctionnel pendant de nombreuses heures, il pourrait créer plus de dégâts que s'il y avait eu un départ de feu.
Un autre sujet important en France est l'obligation de présence humaine permanente pendant les heures d'ouverture au public. C'est une obligation réglementaire dans tous les établissements qui reçoivent du public, cette présence humaine. Et il s'est avéré que dans beaucoup d'édifices de culte en France, les édifices sont ouverts en journée pour la pratique libre du culte. Et très souvent, il n'y a personne dans ces édifices pour accueillir les personnes qui viennent prier. Et puis le dernier sujet qui pour nous est important, c'est de développer les assistances à maîtrise d'ouvrage partout, de manière que d'ici au moins 2 à 3 ans, toutes les cathédrales, c'est-à-dire toutes les régions de France, soient dotées d'assistance à maîtrise d'ouvrage en mesure de les accompagner sur tous les travaux et de faire en sorte que le niveau de sécurité atteigne celui qui est souhaité par le gouvernement. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.